Donc, rapidement, vous avez probablement vu passer parce que ça a été relativement médiatisé, mais le commissaire à la santé et au bien-être, il y a 4 ans, a lancé un appel à projet pour qu'une équipe se penche sur le lien entre la façon dont on paye les médecins et la performance du système de santé au Québec. On a été l'équipe financée et tout ce monde-là. Et ce que je vais dire aujourd'hui, c'est un travail d'équipe, sauf si je dis des bêtises. Dans ces cas-là, c'est évidemment juste moi. L'objectif spécifiait comment on est capable de faire un lien, ou quel pourrait être le lien entre la façon dont on paye les médecins et la performance du système. Je vais parler très brièvement de méthode parce que c'est une question pas facile si on essaye de la traiter avec les données auxquelles on peut avoir accès au Québec. Et un peu de contexte sur d'où ça vient. Donc, le Canada est un endroit qui paye ses médecins principalement à l'acte. C'est le Québec comme le reste du Canada. Et je pense que quand on est Canadien, on s'en aperçoit peut-être pas, mais c'est atypique. Il y a, à ma connaissance, aucun endroit dans le monde qui utilise de façon aussi massive le paiement à l'acte dans le contexte de système de santé publique. Le Canada a quelque chose de particulier là-dedans. Et c'est historique. Si on revient, et puis la dernière fois, je suis tombé par hasard un peu là-dessus, 1936, le gouvernement de Colombie-Britannique propose l'instauration d'un système minimal qui assurerait les citoyens pour les soins médicaux. Et ça fait presque 100 ans, 80 et quelques. Ça fait longtemps. 1936, l'Association des médecins de Colombie-Britannique sortent les grands moyens, se roulent par terre, crient beaucoup et arrivent à tuer le projet de loi. Ça, c'est mort au feuilleton, puis c'est jamais allé nulle part. Mais donc, quand on regarde l'histoire du paiement à l'acte, non seulement c'est une histoire qui est vieille, mais c'est une histoire aussi qui a toujours été au cœur des affrontements entre l'État et le gouvernement. Dans le cas de la Colombie-Britannique, les médecins ne voulaient pas que le gouvernement puisse fixer les tarifs de la rémunération à l'acte, ni que les tarifs puissent être plus bas que ceux qu'ils avaient envie de fixer. Et si on revient après ça au Québec, dans l'histoire, création du système de santé québécois tel qu'on le connaît, commission Castonguay-Neveu, 68-72, une des recommandations de la commission Castonguay-Neveu, c'est que le Québec abandonne le paiement à l'acte. Bon, c'est une des recommandations qui a pris le bord et qui n'a jamais été considérée. Pour une raison assez simple, les médecins s'opposaient férocement à la création d'un système public d'assurance maladie et menaçaient réellement de faire tomber l'ensemble de la possibilité d'avoir au Québec un système public. Le compromis trouvé avec les médecins, c'est d'accord, ils ne s'opposeront pas totalement à la création du système, en échange de quoi on maintient le paiement à l'acte. Et c'est vraiment le compromis avec lequel on est. Ce qui fait que c'est une notion, le paiement à l'acte, qui est probablement depuis toujours identifié comme étant problématique dans le système, mais avec laquelle on a dû composer. 1988, Commission Rochon, on revient là-dessus, et c'est un débat qui continue. C'est aussi, et c'est la raison pour laquelle le commissaire à la santé et au bien-être a lancé le projet, quelque chose qui, dans les dernières années, la rémunération médicale a changé de trajectoire un peu. Ici, je vous ai mis des données de l'ICIS, l'Institut canadien d'information sur la santé, qui sont pour la rémunération médicale à prendre avec beaucoup de pincettes parce que l'ICIS fait du malaxe les données pour les rendre comparables entre provinces à un point qui les rend parfois, tu sais, comme, en tout cas, à prendre avec délicatesse. Mais si on regarde toutes les provinces canadiennes qui sont en pointillé ici et le Québec qui est en ligne continue bleue, on voit que le Québec dépensait, puis ça c'est la rémunération médicale en proportion des dépenses totales de santé. Le Québec, depuis la création du régime à peu près, 1975 jusqu'à 2007, attribuait aux médecins une proportion à peu près stable de ses dépenses de santé. Ça monte et ça descend, mais en gros, on est sur une trajectoire stable. 2007, le Québec change sa trajectoire. 2007, c'est, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, il y avait un médecin, un radiologiste dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelait Dr Barrette, qui arrive comme président de la FMOSQ avec un plan très, très net. Son objectif est d'aller chercher plus d'argent pour les médecins spécialistes et y compris de s'assurer que cet argent-là soit réparti d'une façon qui diminue les écarts entre spécialités. On va en reparler après. 2007, la FMSQ signe des ententes avec le gouvernement du Québec qui sortent de la trajectoire. Tout d'un coup, on met vraiment de l'argent pour la rémunération médicale et il
il y a une croissance. Les dernières années de stabilisation, je les prendrais avec plus que des pincettes. Cette fois-ci, c'est probablement un full hazmat suite, là, parce que je ne pense pas que ça corresponde aux données. En tout cas, ça ne correspond pas à celles que j'ai de la RAMQ. Fait que je suis pas sûr que ça se stabilise. Mais il se passe quelque chose. Et 2007, c'est aussi le moment où apparaît dans les ententes cette clause magique. Le Québec doit payer ses médecins comme l'Ontario. Chose qui est à la fois absurde et remarquablement efficace politiquement et avec lequel on continue de s'enfarger constamment. L'hiver dernier, le gouvernement du Québec a signé une nouvelle entente avec les fédérations, la FMSQ en particulier, qui repose encore sur cette logique de « faut qu'on rattrape l'Ontario bien qu'on l'ait déjà dépassé ». Ce qui, je vous laisse jouer avec la logique. Si on regarde d'autres indicateurs de la même chose, on peut regarder la rémunération médicale en dollars par personne au Québec. Donc, combien ça coûte à un Québécois dans ses taxes et ses impôts, de payer l'ensemble des médecins du Québec, et c'est des dollars constants, donc il n'y a pas d'inflation là-dedans, et on voit que, en gros, ça a doublé. Donc, ce que ça coûte de payer les médecins pour un Québécois double au fil du régime. L'effectif médical grandit, la technologie change, mais c'est essentiellement une amélioration des revenus des médecins. Et le troisième indicateur, qui est probablement, en tout cas à mon avis, le plus robuste, c'est les dépenses de rémunération médicale exprimées en pourcentage du PIB. Parce que, ultimement, combien on paye n'importe quel groupe dans la société va reposer sur la capacité de l'économie à financer cet investissement-là. Et c'est une mesure très concrète. C'est-à-dire qu'un pays peut bien vouloir payer très bien ses médecins. S'il n'y a pas les ressources pour le faire, on s'en va nulle part. Et là encore, c'est assez impressionnant de voir que le Québec, de la création, en fait, des années 80, parce qu'on n'a pas les données avant, des années 80 jusqu'à 2007, la proportion d'économie consacrée à payer les médecins est stable. 2007, tadam, il se passe de quoi? Et on change vraiment de gamme. On passe de un peu plus de 1% de l'économie à presque 2% de l'économie. Et mon petit doigt me dit actuellement, on a certainement atteint les 2% de l'économie. C'est probablement la somme de tout ça qui fait en sorte que le commissaire à la santé et au bien-être, à un moment donné, se dit, étant donné l'histoire, étant donné le changement dans le système de santé, étant donné les recommandations précédentes, étant donné les indicateurs économiques, qu'est-ce qu'on pourrait savoir sur la rémunération médicale? Et, Et ça ne change pas. Ouais, là, ouais, ça, je vais passer par-dessus. La façon la plus, merci Diane, évidente de traiter le sujet, ça serait de faire des analyses minimalement sophistiquées sur l'ensemble des bases de données disponibles dans les serveurs de la RAMQ, à la fois les bases de données sur la rémunération médicale, l'hospitalisation, etc. Et une des forces d'un système public comme celui du Québec, dans lequel il y a essentiellement un joueur qui structure l'offre et qui paye les ressources, c'est qu'on a des données incroyablement détaillées. Parce qu'on a l'historique, on a quelque part, sur des serveurs, existe l'historique à travers tout le temps de l'ensemble des services individuels reçus par chaque personne au Québec, ce qui est une base de données d'une richesse folle. Donc là, si tu veux te poser la question de savoir est-ce qu'il y a un lien entre ce qui se produit et la façon dont on paye les médecins, il y a des beaux devis à imaginer. Donc, plein d'enthousiasme et de naïveté, nous nous lançons dans les démarches auprès de la Commission d'accès à l'information pour avoir accès à cette base de données. Et après plusieurs moments de ping-pong, on doit se rendre à l'évidence que jamais on aura les données. Une conversation intéressante avec quelqu'un à la RAMQ qui, très tôt dans le processus, me dit « Vous savez, ça sert à rien ce que vous faites parce que même si la CAQ vous donnait l'autorisation, jamais on vous les donnerait, ces données. » Ce qui rend les choses assez claires. Donc, à ce moment-là, on a dû se tourner vers d'autres façons d'essayer de se poser la question. Et c'est pas si évident. La façon dont on a contourné la difficulté, c'est d'avoir une approche mixed method sur 3 composantes. Une composante qui est de faire de l'archéologie. On est revenu dans le temps, pendant 10 ans, sur l'ensemble des règles qui encadrent la rémunération médicale. Donc, tous les manuels de facturation et autres documents qui établissent comment les médecins sont payés. Et ça, c'est des dizaines de milliers de pages. Parce que le manuel de facturation, c'est à peu près 1000 pages par fédération, mais c'est mis à jour sur une base continuelle, fait que si vous revenez dans le temps pendant 10 ans, c'est beaucoup de papier. On a essayé d'analyser ça avec une perspective de quelle est la relation causale présumée
du législateur quand il dit on va augmenter tel tarif ou on va implanter telle modalité ou on va ajuster telle prime. Qu'est-ce qu'ils anticipent sur la façon dont cet ajustement-là va changer dans le comportement clinique des médecins? Et on a travaillé sur cette notion de quel est le modèle causal présumé. On a aussi gentiment demandé à la RAMQ, OK, vous ne donnerez jamais les données, mais est-ce que vous pouvez nous calculer un certain nombre d'indicateurs composés totalement anonymes avec lesquels on pourrait travailler pour monitorer comment les choses ont évolué pendant 10 ans? Et on a fait des entrevues avec des médecins, avec des experts, des firmes de facturation, pour ensuite faire du ping-pong entre ce qu'on a comme données quantitatives, ce que les gens nous disent sur le terrain, et on a fait chaque fois vraiment un dialogue. Donc, des fois, des données nous ont fait nous poser des questions et on est allé voir sur le terrain. Les gens sur le terrain, quand on leur a expliqué ce qu'on voyait dans nos données, nous ont dit ouais, peut-être vous vous trompez, les choses sont d'une autre nature. Et avec tout ça, on a essayé de produire des recommandations. Je vais passer à travers un certain nombre de courbes assez vite, mais sur qu'est-ce que les données quantitatives montrent. On a regardé 10 ans, 2006 à 2015. Et pendant ces 10 ans-là, essentiellement, la rémunération à l'acte est restée le mécanisme principal par lequel on paye les médecins, avec une petite subtilité. On a augmenté la proportion de la rémunération à l'acte pour les médecins spécialistes et on l'a diminué pour les médecins omnipraticiens, de façon relativement marginale. Mais c'est les deux courbes. Le bleu, c'est les spécialistes, le orange, c'est les omnis. Si on regarde dans le détail, qu'est-ce qui s'est passé chez les spécialistes? On a regardé 10 spécialités plus en détail. Sur ces 10 spécialités, plusieurs ont vécu littéralement aucun changement. Tout en haut, vous avez les ophtalmologistes en bleu clair, vous avez les cardiologues, vous avez les gynéco-obstétriciens, qui sont virtuellement entièrement payés à l'acte. Vous avez quelques spécialités pour lesquelles la situation est plus partagée, et vous avez d'autres spécialités. En jaune, c'est les psychiatres, qui est de loin le groupe le plus nombreux de médecins spécialistes. Les psychiatres qui étaient historiquement, pour beaucoup, pas payés à l'acte. Une grande partie du travail, une grande partie des psychiatres étaient payés selon d'autres modalités, essentiellement des modalités qui reposent sur le temps travaillé. Il ne faut pas dire salaire, parce que salaire, en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais en langage médical, salaire, c'est un gros mot. Hein? Donc, il ne faut jamais utiliser salaire. Mais vous pouvez dire rémunération horaire, ça, c'est correct. Bon, mais il faut faire attention. J'ai appris ça. Certains groupes donc de spécialistes, ici on a les psychiatres, mais il y en a d'autres, santé publique par exemple, c'est relativement intéressant, pédiatrie et d'autres, ont migré vers la rémunération à l'acte. Donc quand on regarde les spécialistes, on a plus de recours à la rémunération à l'acte, pas parce que toutes les spécialités ont bougé un peu, mais parce que certaines spécialités ont bougé relativement massivement, les autres sont restées là où elles étaient. Si on regarde d'où vient l'argent pour les médecins spécialistes non payés, la partie de la rémunération des médecins spécialistes qui n'est pas versée à l'acte, elle est versée dans ce qu'on appelle le mode mixte. Tous les médecins spécialistes d'un département ou d'un groupe peuvent collectivement décider d'opter pour un des deux modes possibles. Soit ils sont payés à l'acte pur, soit ils sont payés en mode mixte, ce qui veut dire qu'ils ont une base, en gros un per diem de 100 $ de l'heure à peu près stable pour chaque heure travaillée. Et en plus de ce per diem, ils facturent à l'acte pour la majorité des actes, mais selon un barème de tarifs plus bas, ce qui fait qu'au final, leur rémunération est mixte. Le choix se fait vraiment, les deux possibilités sont ouvertes, ce qui fait que c'est une autosélection. Les groupes de médecins vont choisir le mode qui a le plus de sens dans leur contexte de pratique. Les médecins en milieu urbain, dans les hôpitaux non universitaires qui font du gros volume, s'en vont à l'acte pur. Les médecins en milieu d'enseignement ou dans les milieux avec moins gros de volume sont souvent plus tentés par les modes mixtes. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est certains groupes, en haut, vous avez les anesthésistes. Ils sont tous en mode mixte. Tout en bas, vous avez les radiologistes. Il n'y en a pas en mode mixte. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que la rentabilité du mode mixte va varier beaucoup selon les groupes. Il y a des groupes de médecins pour lesquels ça n'a aucun sens d'être autrement qu'à l'acte et l'inverse. Ce qui est relativement, là encore, intéressant sur le pourquoi de la chose. Qu'est-ce qui préside à l'élaboration de ces règles-là qui font qu'il est vraiment important qu'on incite les médecins d'un groupe à être dans tel mode et ceux d'un autre groupe à être dans tel autre mode. Si on regarde les médecins omnipraticiens, donc la part de rémunération à l'acte diminue dans leur rémunération, mais c'est pour des raisons différentes. En fait, c'est la mise en place d'un gros ensemble de primes forfaits et suppléments par lequel le gouvernement du Québec, à partir de 2003, post-Commission Claire, mais ça s'accélère vraiment à partir de 2005,
le gouvernement du Québec décide d'essayer d'inciter les médecins omnipraticiens à plus pratiquer en cabinet, à plus être en GMF, à plus inscrire de patients et à plus faire de suivi de clientèle. Ce qui sont les objectifs politiques. Puis la façon dont le gouvernement fait ça, c'est donne des carottes à toutes les activités qu'ils veulent encourager. Et ce package de primes, forfaits et suppléments est centré, si on regarde les 3 courbes du bas, c'est on a essayé de taguer chacune des primes avec un objectif. Suivi des clientèles vulnérables en mauve, inscription de clientèle et en rouge, vraiment augmentation de la productivité. Par exemple, un médecin qui voit plus que 12 patients dans une journée obtient une prime liée au fait qu'il a eu une journée productive, etc. Au total, plus d'un demi-milliard de dollars par année à la fin de notre période d'études est consacré à financer ces primes forfaits suppléments pour les médecins omnipraticiens. Et, je pensais que je l'avais par médecin, ce qui représente à peu près 60 et quelques mille dollars en moyenne par médecin omnipraticien qui pratique en suivi de clientèle. Et donc, on n'a pas abandonné le paiement à l'acte. C'est ça qui est intéressant. Pour chacun des actes faits par un Omni qui existait avant, l'Omni continue de facturer exactement le même acte. Mais en plus des actes facturables, il existe un mécanisme incitatif qui ressemble probablement à du Pay for Performance. Au total, qu'est-ce que ça donne sur les dépenses? Ici, vous avez la ligne continue, c'est les dépenses en dollars constants, puis en pointillés en dollars courants. On passe de à peu près 4 milliards à actuellement là, à peu près 7 milliards de dollars qui est investi pour payer les médecins du Québec. Et, l'air de rien, c'est une augmentation très significative de l'investissement pendant cette période-là. Là encore, je vous parle en dollars constants, ce qui fait que c'est hors inflation, c'est du vrai argent. Si on le met par groupe, ça, c'est encore plus amusant. L'argent ne va pas partout pareil. Vous pouvez voir que les médecins omnipraticiens ont eu une petite part du gâteau. Et à partir de 2012, plus rien du tout. C'est-à-dire que la quantité d'argent en dollars constants investis pour payer les médecins omnipraticiens du Québec, depuis 2012, stagne. Par contre, 2012, une inflexion de la courbe, l'argent qu'on ne donne pas aux omnis, en gros, on le donne aux spécialistes. C'est ça que ça veut dire. Et l'augmentation, l'investissement dans la rémunération médicale se fait quasi exclusivement dans un groupe, les médecins spécialistes. Je le répète plusieurs fois parce que quand on lit les médias, les médecins omnipraticiens se font quand même, obtiennent plus que leur part des critiques, on va dire. Ce qui est assez admirable parce que les médecins spécialistes, en gros, sont comme ignorés par les médias. On sait qu'ils existent, mais on n'en parle jamais. Atteignent-ils leur cible? Sont-ils productifs? C'est comme silence. Mais les omnis, là, watch out. Et c'est amusant parce que ça ne correspond pas à une préoccupation cohérente sur mais où va l'argent. Si vous le regardez en dollars moyens par médecin, donc la facturation moyenne à partir de 2012, la facturation moyenne d'un médecin omnipraticien diminue au Québec puisque l'effectif a grandi. Donc, une diminution. Et là encore, c'est pas quelque chose c'est pas exactement le même message que celui qu'on voit véhiculé dans les médias, alors que pour les spécialistes, l'augmentation continue de façon très saine. Par spécialité, la médecine spécialisée, donc ici vous avez les mêmes spécialités qu'avant, qui touche le plus. En haut, vous avez les radiologistes, c'est pas très surprenant. Vous avez une très, très belle performance des ophtalmologistes. Il faut reconnaître quand même que c'est notre gagnant pour ce qui est de la performance pour aller chercher plus de sous. Et c'est entièrement pas prévu. Ça, c'est une des caractéristiques intéressantes du modèle. Le Québec n'a jamais sérieusement regardé ou considéré de modifier la structure des actes en fonction de l'évolution de la technologie. Pourquoi les ophtalmologistes ont eu cette trajectoire-là pendant les 10 ans qu'on a regardé? Parce que pendant ces 10 ans-là, ils ont pu avoir accès à un changement technologique, une série de changements technologiques, qui leur a permis d'améliorer de façon massive la productivité pour un certain nombre d'interventions fortement rentables. Ce qui fait qu'il y a des choses qui prenaient une demi-heure qui prennent littéralement 4 minutes. Et c'est très rentable. D'autres groupes, comme ici vous avez les psychiatres, qui ont réussi à ne plus être au dernier rang. Ils ont battu leurs collègues pédiatres, mais qui ont eux aussi une croissance significative de la rémunération, mais cette fois-ci c'est prévu. C'est vraiment le deal. Encore 2007, là, les ententes disent, Dr Barrett impose une vision dans laquelle le paiement à l'acte est central et dit aux groupes de médecins qui ne sont pas principalement payés à l'acte, le deal est le suivant, vous transformez votre mode de rémunération pour aller vers plus d'actes et en échange, on va s'en servir comme un levier pour diminuer les écarts entre spécialités. Et même si ça se voit, ça se voit quand même un petit peu.
Barrett arrive à la FMSQ et dit on va réduire l'écart entre spécialités. Et effectivement, pendant son mandat, réduit les écarts entre spécialités. Pas de façon massive, mais je te vois. Okay. Mais oui, quand on fait les analyses sur l'écart moyen, il diminue. Quoi dire? Et la tendance est vraiment pas la même pour tous les groupes de spécialités. Une autre chose qui est frappante là-dedans, c'est le niveau d'écart. On a fait des entrevues, on n'a jamais rencontré un médecin qui nous a dit, écoutez, sur le fond, là, je pense que ça a vraiment de l'allure que les dermatologistes gagnent 2 fois le salaire d'un psychiatre, parce que la psychiatrie, c'est pas vraiment utile. On n'a rencontré aucun médecin qui a défendu le principe en arrière d'un écart très grand entre spécialités. La justification que tout le monde défend est, historiquement, ça a été comme ça, donc c'est comme ça. Ce qui est, là encore, paradoxal dans un système dans lequel c'est de l'argent public qui sert à payer des services qui sont fondamentaux et essentiels, que la seule justification sur la façon dont on alloue l'argent, c'est on l'a toujours fait de même. Si on regarde ensuite les effectifs, c'est étonnant, mais payer beaucoup plus les spécialistes que les omnipraticiens semble avoir un effet sur les choix des résidents en médecine qui s'en vont plus en spécialité. Oh, surprise! Donc, l'effectif qui, au début de notre période d'études, c'est à peu près 50-50, s'en va avec allégresse vers bientôt 60% de médecins spécialistes pour 40% d'omni. Et pour tous ceux d'entre vous qui êtes trop jeunes, Commission Claire, les années 2000, dit le système de santé québécois s'en va dans un mur. Pour éviter le mur, il n'y a qu'une solution, renforcer la première ligne. Pour renforcer la première ligne, il faut s'assurer qu'on ait au moins 60% de médecins omnipraticiens dans l'effectif médical. Visiblement pas. Donc, on est vraiment dans un contexte dans lequel on parle beaucoup au Québec du fait que la première ligne, c'est super important et qu'on va la renforcer. C'est difficile de concilier ça avec l'évolution de l'effectif. C'est difficile de comprendre comment une province peut avoir un système de première ligne robuste avec essentiellement des médecins spécialistes. Quand on regarde ensuite des indicateurs de production, ici vous avez le nombre de moyens de visites par médecin. On ne veut pas regarder des actes, on l'a fait, mais une des faiblesses de l'analyse du nombre d'actes, c'est que la définition des actes varie à travers le temps. Certains actes sont agrégés, d'autres sont dissociés. Si les médecins passent en mode mix, tout d'un coup, il y a un paquet d'actes qui facturaient, qui ne facturent plus. Donc, c'est difficile de savoir jusqu'à quel point ce qu'on voit, c'est un artefact. Donc, on regarde des visites. Visite, c'est un même patient qui voit un même médecin une même journée. Donc, à ce moment-là, on considère qu'il y a une visite. Quelle que soit la nature des actes qui sont facturés, c'est relativement classique et robuste comme mesure. Et le pointillé, c'est le nombre de visites non ajustées pour les spécialistes. Et la raison pour laquelle vous avez une ligne pleine qui est le nombre de visites ajustées, c'est parce que quand vous prenez un groupe comme les psychiatres, qui historiquement n'étaient pas payés à l'acte au début de notre période d'études, il n'existe nulle part de trace de leur travail. C'est comme s'ils n'avaient pas pratiqué. Ce qui fait que si on n'ajuste pas pour ça, c'est comme on voit une augmentation, ou plutôt dans ce cas-ci, une non-diminution du volume, qui est simplement un artefact du fait que tout d'un coup, des psychiatres qui travaillaient, mais qu'on ne savait pas, se mettent à travailler, puis on le sait. Et il y a vraiment, donc, l'ajustement, la raison pour laquelle il existe est là. Et un très beau parallélisme dans le fait que le nombre moyen de visites par médecin diminue très significativement pendant tout au long de notre période d'études. Et ça, c'est quelque chose qui est troublant. Qu'est-ce qui explique cette diminution? On a fait, dans nos entrevues, on a souvent discuté de ce point-là avec les médecins qui en ont parlé. Les explications qu'on nous a proposées sont un changement générationnel, un alourdissement de la clientèle ou la présence plus nombreuse de femmes dans la profession. Aucune de ces choses-là, on est capable d'aller voir en détail qu'est-ce que les données disent, parce qu'on n'a pas les données. Mais on a travaillé, puis je vais en reparler un petit peu, on a essayé de comprendre jusqu'à quel point certaines de ces explications-là étaient plausibles. Si on regarde le nombre moyen de visites par habitant, on voit que le nombre de visites stagne pour les médecins spécialistes. La raison pour laquelle, même si le nombre de visites par médecin diminue, le nombre de visites par personne stagne, c'est parce qu'on a augmenté l'effectif médical des médecins spécialistes avec tellement de joie et d'enthousiasme que même si les médecins travaillent moins, ils sont tellement plus nombreux que ça se stabilise tout au plus. Pour les omnis, par contre, ça s'effoire. Et là encore, on peut remarquer une remarquable dissociation entre l'objectif, renforcer la première ligne, et la réalité. Moins de visites par personne en première ligne. C'est comme ça. Donc, à moins que les gens, tout d'un coup, au Québec, se soient tous sentis mieux portants pendant ces 10 années-là, et ça serait
peu probable étant donné la démographie. À moins qu'il y ait ça, les gens ont juste eu moins de soins ou alors ont eu plus de soins en médecine spécialisée par rapport à la première ligne. Le nombre de visites à l'urgence par habitant diminue. Et là encore, ça pourrait être une excellente nouvelle, à condition d'être horriblement optimiste dans l'interprétation et de se dire que les gens vont plus à l'urgence parce que ils se sentent mieux ou ils sont soignés ailleurs, ou ils se font plus mal. L'hypothèse moins positive est de dire que la situation dans les urgences étant à ce point compliquée que plusieurs personnes sont parties sans être vues, ne sont jamais allées, et donc c'est vraiment une diminution de l'offre. Là encore une fois, on n'a pas les données pour regarder de façon détaillée. Une des explications qu'on nous a répétées beaucoup, surtout les médecins omnis, nous ont dit ouais, c'est pas parce que il y a moins de visites, pas parce qu'on travaille moins fort, mais bien parce que les patients qu'on voit sont beaucoup plus complexes, ce qui fait que ça nous prend plus de temps par visite. Donc, à intensité de travail égale ou même supérieure, on produit moins. Et on a essayé de regarder ça avec un des indicateurs qu'on avait, c'est le nombre de visites par groupe d'âge. Les groupes d'âge qui ont subi la plus grande baisse, les deux en haut, c'est les personnes les plus âgées, donc les 70 à 80 et les 80 et plus. C'est vraiment chez ces groupes d'âge-là que le nombre de visites par habitant s'est écrasé le plus. C'est difficile de concilier la possibilité que ça soit l'alourdissement et le vieillissement de la population qui expliquent la diminution du nombre de visites, avec le fait que, par ailleurs, ceux qui voient vraiment le moins le médecin, ceux qui ont vraiment diminué leur accès à un médecin, ce soient les groupes les plus âgés. Par contre, si vous êtes jeune, il semble que ce soit beaucoup plus facile à travers le temps de maintenir l'offre de service. On a aussi essayé de voir, oui, mais est-ce que ça serait possible que la diminution du nombre de visites soit liée à un changement dans l'organisation? Est-ce que il y a autre chose qui s'est produit? Est-ce qu'on peut valider notre diminution du nombre de visites par quelque chose qui ne repose pas sur un nombre d'actes? Et on a essayé de le faire en travaillant sur un indicateur du nombre de jours travaillés. On a calculé pour chaque spécialité, pour chaque trimestre, le revenu moyen d'un médecin dans cette spécialité-là. On a divisé par 4 pour obtenir un quart de la rémunération quotidienne moyenne d'un médecin de cette spécialité. Et on considère une journée travaillée chaque fois qu'un médecin dans cette spécialité, pour une journée, a facturé au moins un quart de la rémunération moyenne. Pourquoi on va avec un quart? Parce que si on prend n'importe quelle facturation qui a existé, pour une journée, on a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de choses. Un médecin peut s'en aller jouer au golf, mais en passant, il va juste s'arrêter à l'hôpital 2 secondes pour voir un patient dans une chambre. Il a fait un acte ce jour-là, mais après ça, il est allé jouer au golf, ce qui est parfaitement légitime, mais ce qui ne correspond pas à une journée de travail au complet. Donc, on a fixé un seuil. Ce seuil-là est arbitraire. Donc, quand on regarde ça, puis on dit « Ah, les médecins, 150 jours par année où ils sont en congé, c'est pas vrai. Okay? » On ne peut pas analyser ce nombre de jours-là en disant « c'est vraiment les jours travaillés ». On peut analyser cette donnée-là sur l'évolution temporelle, vu que notre méthode est absolument identique à travers le temps et qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il y a quelque chose qui vient influencer la validité de notre méthode. Si le nombre de jours travaillés pour une spécialité donnée diminue à travers le temps, c'est que selon toute probabilité, les médecins de ces spécialités ont diminué le nombre de jours où ils travaillaient. Je ne peux pas vous dire c'est combien de jours, mais ils en ont travaillé moins. Et là encore, on voit une diminution significative et vraiment constante et linéaire dans le temps du nombre de jours travaillés pour les deux groupes de médecins. C'est très beau de voir les omnis et les spécialistes avec autant de parallèles. On a deux groupes qui ne travaillent pas dans les mêmes contextes, à qui on n'a pas exercé les mêmes incitatifs. Les omnis, on a travaillé avec des primes, les médecins spécialistes, on n'a essentiellement rien fait, et malgré le fait que les deux groupes sont exposés à des contraintes environnementales différentes, leur intensité au travail varie de façon absolument parallèle. Ce qui renforce considérablement l'hypothèse que ce dont on parle ici, c'est un effet probablement générationnel. Et c'est amusant de voir aussi qu'en Colombie-Britannique, c'est fou là-bas, si tu veux faire la recherche, tu peux même demander accès aux données et ils te les donnent. C'est malade. En tout cas, en Colombie-Britannique, une équipe a publié dans Health Affairs il n'y a pas longtemps un excellent papier qui regarde la productivité des médecins omnis avec des données plus raffinées que les nôtres et trouve une diminution de l'intensité de travail qui est à peu près identique à celle qu'on a trouvée au Québec avec une autre approche. Là encore, ça valide beaucoup le fait qu'il se passe quelque chose qui n'est pas juste un artefact de la méthode. Et non seulement le nombre de jours travaillés diminue, mais
si on divise le nombre de visites moyen par le nombre de jours, on se rend compte que non seulement... Ah, ce que les médecins nous ont aussi dit, on travaille peut-être moins de jours, mais ces journées-là, vous ne pouvez pas savoir comment on travaille. 18 heures et plus. Mais le nombre moyen de visites par jour s'effoire aussi avec enthousiasme. Donc, il est peu probable de penser que c'est parce qu'il y a eu un écrasement, c'est-à-dire que des gens qui travaillaient 5 journées ordinaires en travaillent maintenant 4 plus intensément. C'est non compatible avec l'idée que le nombre de visites par journée travaillée diminue. En gros, là, tous nos indicateurs de production s'effoirent avec enthousiasme. Et je ne pense pas que je vais discuter de ça. En tout cas, pas en détail. Ce qu'on a essayé de faire, à la fin, de calculer un indicateur composite qui regarde la capacité de production de soins médicaux au Québec. Au cours de notre période d'études, les effectifs médicaux ont considérablement augmenté. La population du Québec a augmenté un petit peu. Donc, on doit ajuster une partie de l'effectif médical. L'augmentation de l'effectif médical a été, entre guillemets, utilisée pour offrir des soins aux nouveaux membres de la population. Par ailleurs, selon toute probabilité, les médecins travaillent moins intensément. Puis là, selon la nature d'indicateur qu'on utilise pour ajuster, on se rend compte que dans les 10 ans qu'on a regardés, puis c'est les lignes qui sont pointillées, la capacité de production de soins médicaux au Québec a stagné ou diminué. En gros, c'est la conclusion. Ce qui est une performance extrêmement honorable. Si on regarde ça de façon générale, on investit massivement, généralement chez les médecins spécialistes, qui augmentent l'écart entre omnipraticiens et spécialistes. Tous les indicateurs de performance vont vers le bas. Et donc, l'argent qu'on a investi a eu comme effet de disparu. Et on l'a fait dans un contexte dans lequel on utilise au Québec un mode de rémunération. Il n'y en a aucun de parfait. Vous pouvez payer les gens en salaire, vous pouvez payer les gens en capitation, vous pouvez utiliser du pay for performance, vous pouvez utiliser plein de modèles de rémunération médicale. Aucun mode n'est sans problème. Par contre, quand on regarde le paiement à l'acte, ce que le Québec utilise, le paiement à l'acte a une seule force, un paquet de problèmes, mais une seule force qui est, en théorie, d'augmenter la productivité. Et c'est admirable de voir qu'on a réussi au Québec à utiliser massivement le paiement à l'acte et d'augmenter notre dépendance au paiement à l'acte tout en diminuant la productivité. C'est vraiment une sorte de quadrature du cercle politique pour lesquels je pense qu'on peut être très fier. Et il y a aussi des données quali. Il y a beaucoup d'anecdotes troublantes sur de l'optimisation du revenu ou bien des problèmes de pertinence. Des affaires vraiment, des médecins qui nous parlent. Alors, tous ceux qui nous ont parlé sont des gens, il y a un biais de sélection, c'est des médecins qui étaient favorables à notre projet, donc c'est certainement pas un échantillon représentatif, mais ceux qui nous ont parlé nous ont vraiment souvent raconté des choses troublantes, pas à propos de leur pratique à eux, mais de la pratique de leurs collègues, en disant « je connais quelqu'un dans mon service qui fait ça et ça et ça ». Et les choses qu'on nous a décrites, puis là je fais très attention à ce que je dis parce que les gens étaient vraiment sensibles au fait qu'on ne permette pas de les identifier, mais des interventions faites essentiellement parce qu'elles sont rentables, malgré le fait qu'elles ne bénéficient pas à la santé du patient, ou même dans certains cas, sont potentiellement nuisibles à la santé du patient. Ce qui est un effet documenté du paiement à l'acte, mais il semble exister dans le contexte du Québec. Beaucoup de gens qui nous décrivent un effet de crowding out, un changement qui fait que les jeunes médecins qui rentrent en médecine pour sauver la veuve et l'orphelin dans les pays du tiers-monde veulent tous ressortir en étant, l'acronyme c'est ROAD, radiologiste, ophtalmologiste, anesthésiste ou dermatologue, et qu'ensuite, quand ils pratiquent, peu à peu, leur enthousiasme juvénile de se dire qu'ils sont là pour la beauté de la médecine est remplacé par le fait qu'ils ont une hypothèque puis 8 chalets à payer. Je caricature un peu, mais l'effet de crowding out, le remplacement progressif d'une motivation intrinsèque, le fait de pouvoir se regarder dans le miroir et se dire « je pense que je suis une bonne personne », le remplacement progressif de cette motivation intrinsèque par une motivation extrinsèque liée à des incitatifs, le prestige et l'argent. Et ça semble exister de façon relativement massive. C'est aussi un des facteurs généralement associés à la rémunération à l'acte dans la littérature. Les objectifs du système sont totalement déconnectés de ce qu'on voit sur le terrain. Et ça encore, c'est assez fabuleux. Malgré l'argent qui a été investi, on n'a pas rencontré de médecin qui nous a dit « je suis vraiment content de mes conditions de travail. Depuis 10 ans, là, les choses s'améliorent, mon travail est mieux organisé, je suis plus heureux. » Ce que les gens nous disent,
nous ont dit, c'est vraiment, le système va mal, mes conditions de pratique se dégradent, je suis insatisfait des conditions dans lesquelles je pratique la médecine, et globalement, j'ai pas l'impression d'être dans un système qui me soutient ou m'appuie. Ce qui est quand même troublant dans un contexte là où on investit massivement et même la satisfaction des gens à qui on donne l'argent, on ne semble pas l'atteindre. Donc, est-ce qu'on pourrait vraiment faire pire en 2 minutes? Avec le paiement à l'acte, on sait qu'on va entraîner un certain niveau de demande induite, supply induced demand, donc des soins qui sont offerts simplement parce qu'il est rentable pour les médecins de le faire, et personne ne connaît la proportion. Est-ce que c'est 0,1% de la totalité des soins? Auquel cas, on peut juste dire que c'est insignifiant puis on peut l'ignorer. Est-ce que c'est 5, 10, 20% des soins? Personne ne connaît la réponse à cette question, mais c'est une question qui est fondamentale. Parce que si le volume de soins qui sont simplement un artefact du paiement à l'acte, qui, si on enlevait le paiement à l'acte et on payait les gens à salaire ou à capitation, disparaîtrait, tout d'un coup, on créerait une capacité additionnelle de soigner la population. Et c'est une question qui est centrale, c'est une question pour laquelle, étant donné actuellement l'accès aux données pour étudier la question au Québec, c'est impossible de répondre. C'est quelque chose qui s'attache aussi beaucoup avec des préoccupations comme celle de l'Association médicale canadienne ou de l'AMQ au Québec sur le less is more et l'amélioration de la pertinence des soins. Aucun mode est parfait. Jusqu'où va le crowding out? Est-ce que dans un contexte où depuis 50 ans, le Québec incite ses médecins à coups de carotte, est-ce que ça a eu un impact significatif sur l'éthique médicale? Est-ce que les médecins actuellement dans le système sont restés des individus qui essentiellement ne sont peu affectés par l'incitation financière, ou est-ce qu'on voit vraiment un changement dans la façon dont les gens sont conditionnés et un attachement au fait que si je ne suis pas payé pour le faire, je ne le fais pas? Dans nos entrevues, beaucoup de gens nous ont mentionné « un telle affaire, je ne suis pas payé pour le faire, donc je ne le fais pas ». Ce qui est assez troublant. Ce n'est pas quelque chose qu'on voudrait voir dans le travail professionnel. Donc, jusqu'à quel point le système du Québec là-dessus a pris des bonnes décisions, ou est-ce qu'on a abîmé, en quelque sorte, l'éthique médicale des gens qui travaillent dans le système? Alors, encore une fois, c'est une question qui est relativement fondamentale si on veut changer. Ça, il n'y a aucun système parfait, mais il n'y a aucun modèle de rémunération médicale qui fonctionne si les personnes qu'on veut inciter sont des opportunistes parfaitement amoraux. Ouais. Donc, tous les modèles de rémunération reposent sur le fait que les professionnels sont avant tout préoccupés par la qualité de leur travail et la santé de leurs patients. Est-ce que c'est possible qu'un jour, quelqu'un impose à la FMSQ, qui est le propriétaire du système de santé, peut-être vous ne le saviez pas, mais c'est à eux qu'appartiennent la chose. Donc, est-ce que c'est possible que malgré le fait que la FMSQ soit propriétaire du système, un jour les choses changent? C'est une question qui est relativement importante aussi. D'où viendrait le contre-pouvoir pour imposer un changement? Et si on regarde, beaucoup des choses dont je vous ai parlé sont des problèmes liés à l'écart entre les spécialités, liés à la non-existence d'un certain nombre d'incitatifs. Si on veut transformer ce que je vous ai décrit, les avenues les plus faciles sont rajouter beaucoup d'argent dans le système, mais quand on regarde actuellement le coût du système, c'est peut-être pas une bonne idée, ou bien réallouer de l'argent. Et réallouer de l'argent, ça veut dire que certains médecins ou certains groupes de médecins devraient tout d'un coup voir leur niveau de rémunération baisser. Ce qui, personnellement, me semble politiquement un peu plausible. Qu'est-ce que ça laisse comme autre avenue? Ça laisse des avenues à beaucoup plus long terme, c'est-à-dire de dire, par exemple, que certains groupes, on peut penser au hasard aux ophtalmologistes, verraient leur rémunération plafonnée pendant longtemps, suffisamment longtemps pour que l'inflation et la modification au coût de la vie fassent en sorte qu'il y ait un réajustement. Eh bien, là, c'est dommage parce que le Québec vient de signer une entente pour à peu près 200 ans qui fait exactement le contraire. Donc, encore une fois, jusqu'à quel point on va s'en sortir. Et tout ça a donné lieu à de merveilleuses recommandations sous la forme de 6 qui sont dans notre rapport et que je pense que je vais pas vous présenter pour pouvoir laisser quelques minutes à des questions. Merci beaucoup.